On commence par une conférence et le public pose des questions. J'ai décidé d'inverser la démarche. Nous allons commencer par les questions et c'est moi qui vais les poser. Vous souvenez-vous des journaux que vous trouviez dans vos boîtes aux lettres, qui s'appelaient le 69, Lyon Hebdo, et son éphémère, leur éphémère concurrent, Jobs. Deuxième question. Qui parmi vous conserve précieusement la collection complète de ces journaux d'annonces? Ils ont tous fini dans les travaux de peinture et dans l'épluchage des carottes. C'est-à-dire que finalement, ce sont les documents les plus ordinaires, les plus quotidiens, produits à des dizaines de milliers d'exemplaires, qui risquent de devenir les plus rares. Et lorsque j'étais en activité, je disais volontiers à mes étudiants que au XXIIIe siècle ou au XXIVe siècle, les historiens, s'il en reste, se mettront à genoux devant une note de supermarché, qui sera une source de l'histoire des prix, des consommations, du nom des produits, de l'heure de passage en caisse, que c'est encore. Et dans le cas qui nous rassemble, nous allons travailler sur l'un des premiers journaux d'annonces, c'est-à-dire les affiches de Lyon, pour lesquelles nous n'avons pas de collection complète. Nous avons seulement l'année 1750 et la série complète sur un laps chronologique insuffisant de 1759 jusqu'à 1774. Je n'ai pas trouvé où que ce soit, malgré les ressources informatiques qui bien souvent nous viennent en aide, d'autres éléments. Alors, ces affiches apparaissent en France à peu près partout, en commençant par Paris naturellement, dans les années 1740. Dans un premier temps, elles ont retenu l'attention des historiens de la presse, des littéraires. Gilles Fayel en particulier a repéré les lieux, les dates, les moyens, les contenus et les évolutions dans un certain nombre de villes de France. À Lyon, la première tentative d'implantation d'un journal d'annonces est relativement ancienne puisqu'elle remonte à 1743-1744. Alors comme d'habitude, la compagnie parisienne a acquis le monopole et ensuite l'a sous-traité, l'a affermé à des exploitants locaux. Et à Lyon, cette première édition se solde par un échec retentissant et l'affaire est reprise par Aimé de la Roche, l'imprimeur de la ville, imprimeur du gouverneur, imprimeur de tout ce qui imprime. À Lyon 6, dans le passage de la Grenette, qui ouvre en même temps un bureau d'avis, c'est-à-dire un endroit où l'on peut laisser une petite annonce et consulter le registre de celles qui sont en cours. Alors au début, vers 1750, la matière est très pauvre. C'est-à-dire que pour remplir les colonnes, de la Roche est obligé de recopier des annonces de mise en vente, de charges d'officiers de justice, mais quelquefois loin de Lyon, de recopier des mises en vente de seigneuries, de biens importants, et on écrit en gros caractères sur un nombre réduit de colonnes. Par contre, en 1759, là où donc on peut reprendre contact avec cette source, eh bien, on a été obligé de baisser la police de caractère. Chaque semaine, on publie 8 pages sur 2 colonnes et il existe des rubriques spécialisées sur les biens à vendre, les charges à vendre, les demandes particulières. Et de plus en plus, on verra la palette de ces rubriques se diversifier. Donc,
Dans les petites affiches, on va trouver des demandes de biens qui peuvent être des livres, qui peuvent être des outils, que sais-je encore. On va trouver des recherches de serviteurs, aussi bien de la part des maîtres que de la part des serviteurs qui sont en quête de placement. On va trouver des offres de covoiturage déjà. J'avais eu le plaisir d'exposer ceci, voilà, maintenant 3 ou 4 ans. Et d'une manière générale, cette source, pour Lyon, est une source qui a été trop peu exploitée. Alors, le premier, en avoir compris l'intérêt pour Lyon, c'est un géant, c'est Maurice Garden, qui l'a très largement utilisé pour l'article qu'il nous a donné sur les structures éducatives et pédagogiques à Lyon sous l'Ancien Régime. Parce qu'en dehors des institutions, il existait toute une galaxie d'établissements d'enseignement. Puis, de manière assez récente, l'exploitation systématique, il faut l'avouer, permise par la mise en ligne de ces annonces et par les possibilités extrêmement intéressantes des logiciels de gestion de fichiers, ont fait qu'un certain nombre d'articles ont pu paraître. Votre serviteur en a donné un donc, sur le covoiturage, aussi maintenant 3 ou 4 ans. Il est aussi responsable d'un article sur le marché des serviteurs à Lyon dans la seconde moitié du XVIIIe, qui va paraître dans les annales de démographie historique incessamment, en mars ou en avril. Mais on trouve également des traces d'utilisation chez les historiens d'art. Sophie Rowe a pu montrer, par exemple, que le marché de l'art lyonnais est infiniment plus terne, beaucoup moins dynamique que le marché de l'art lillois. Donc cela a été la conclusion d'une étude comparative, ce qui est toujours la manière d'avancer. Alors en ce qui concerne le marché immobilier, l'on peut dire que c'est une rubrique qui prend de plus en plus d'importance et qui est d'une extrême richesse. Alors j'ai donc constitué un peu un fichier de 6400 entrées, donc un dépouillement exhaustif de la source. La commodité de FileMaker, c'est de pouvoir avoir un container vidéo dans lequel on puisse entrer n'importe quel type de document. Et en l'espèce, je faisais des captures d'écran de chaque annonce, de manière à ne plus jamais avoir à m'y reporter. Parce que la grille de lecture, enfin si on travaille correctement, la grille de lecture que l'on s'est posée au doigt mouillé au début de la démarche scientifique évolue, s'affine, se complète au fil de la recherche. Et donc, pour ne pas être obligé de retourner aux sources, l'idéal, c'est d'avoir cette source constamment sous le regard. Alors, tout ceci passe par tout un travail de codage et d'élaboration statistique dont, rassurez-vous, je vous fais grâce. Alors, voilà à quoi ressemblent les affiches de Lyon. Vous voyez, là, c'est le 3 janvier 1972. C'est le premier numéro, première feuille hebdomadaire. Et nous voyons les premières rubriques, biens à vendre, appartements à louer, etc., etc., etc. Alors, je me suis donc posé 3 questions. Tout d'abord, nous avons là un instrument de médiation. Quelle est la pratique des annonces immobilières ? Comment est-ce que cela fonctionne dans toutes les dimensions mesurables de la pratique ? Puis je me suis demandé comment étaient distribuées, comment étaient composées les unités locatives qui étaient proposées. Puis j'ai isolé ce qui peut constituer un langage immobilier et donc voir quels sont les arguments de valorisation de l'immobilier, ce qui renvoie évidemment à des cultures sociales urbaines différenciées. Je dois confesser que la démarche n'était pas totalement neuve. Elle a déjà été parcourue par les sociologues. Et
C'est de là que je suis parti. Loïc Bonneval a commencé à travailler sur les agents immobiliers d'aujourd'hui, et dans les années 2010-2012, si je me souviens bien, il a publié sa synthèse dans laquelle il montre que, en fonction de la cible sociale ou de la cible en termes de tranche d'âge que l'annonce immobilière vise, eh bien, le même bien sera décrit de manière totalement différente. On insistera sur tel point et non sur un autre. Et la création d'un langage immobilier finit par forger des stéréotypes, et ces stéréotypes constituent une partie des représentations qui conditionnent l'habitat en fonction de préoccupations sociales. Donc commençons, si vous le voulez bien, par la pratique des annonces immobilières. Voici un exemple. Appartement à louer, donc en petite capitale. Les annonces sont numérotées, paragraphe 1, paragraphe 2. Appartement composé de 5 chambres au premier étage, de 2 magasins sur le devant et de 2 sur le derrière, avec cave et grenier dans la maison de M. Dommartin, située rue Lanterne, à louer pour la Saint-Jean-Baptiste 1772. S'adresser à ceux qui occupent le second étage de la même maison. Appartement composé de 4 pièces très joliment boisées et vernies, dans l'une desquelles est une tapisserie encadrée que l'on laissera aux locataires, plusieurs armoires en placard et un petit cabinet qui sert d'office au 3e étage de la maison de M. Archimbaud, près de la place du Petit Change, avec cave et grenier, à louer à présent, s'adresser à ceux qui occupent le même appartement. Il s'agit ici d'une très jolie maison qui existe toujours. La première question quant à la pratique des affiches, c'est de voir quels sont les notaires qui recourent aux affiches pour publier les mises en vente et les mises en location. Alors vous constatez que la cartographie due à Bernard Gauthier en est tout à fait éloquente, c'est-à-dire que sur les 40 notaires qui travaillent à Lyon, bien, seulement une vingtaine utilisent le canal des affiches, et nous voyons qu'ils sont relativement regroupés autour des voies de circulation, c'est-à-dire rue Confort, rue Mercière, mais surtout grande rue de l'Hôpital, avec le débouché sur la rue Grenette. On trouve encore le même phénomène du côté de Fourvière, même si le côté de Fourvière est en complète déconfiture à cette époque, tout le long de la rue Saint-Jean. Donc, une alimentation qui n'est que très partiellement notariale. Nous y reviendrons. Par ailleurs, nous sommes dans une ville dans laquelle la géographie sociale est extrêmement contrastée. Alors pour simplifier, vous pouvez constater qu'il existe des quartiers qui connaissent des accroissements extrêmement marqués. Par exemple, ce qui est en rouge, ce sont des accroissements qui vont de 60% à 136% entre la fin du XVIIe siècle, d'après la taxe des lanternes, et 1788, d'après les registres du XXe. Inversement, nous voyons qu'en bleu, il est des zones qui sont des zones de régression foncière, où sans doute, faute d'investissement, les valeurs foncières descendent. En fait, ce qui marque le XVIIIe, c'est tout un ensemble de constructions nouvelles, de reconstruction du XVIIIe siècle. Alors là, encore, je dois à Bernard Gauthier cette excellente carte, établie à partir de toutes les autorisations d'alignement et des documents qui ont pu être utilisés en complément de cette source magistrale. Et l'on voit très bien que l'essentiel des constructions nouvelles et des reconstructions, indépendamment de ce que nous savons déjà, le quartier Saint-Clair, bien, se situe tout à fait en bas des pentes de la Croix-Rousse et tout du long de la partie
orientale de la presqu'île et véritablement avec une concentration extrêmement forte. Ici, ah non, c'est pas ainsi. Pardonnez-moi. Si la baguette magique me joue des tours. Voilà, donc ici, nous avons une concentration tout à fait forte autour des terreaux et dans le quartier du Plâtre. La répartition géographique des annonces est également extrêmement éloquente. Vous constatez que Saint-Georges, le Gourguillon, Pierre-Cise, Saint-Vincent, même la Grande-Côte, sont des quartiers pour lesquels on ne publie que très peu d'annonces. Ce sont des quartiers ouvriers, ce sont des quartiers pauvres. Inversement, vous constatez que toujours autour des terreaux, dans le quartier de Saint-Pierre, dans le quartier de la Fontaine-Saint-Marcel, alias des terreaux, dans le quartier du Plâtre, à la limite dans le quartier de la rue Neuve et ici rue Lanterne, eh bien, on a au contraire une pratique tout à fait intense du recours à l'annonce. Alors ceci nous montre que tout ce qui va suivre ne doit pas être interprété comme un tableau du marché immobilier à Lyon en général, dans tous ces quartiers et toutes conditions sociales confondues. C'est en fait un marché qui peut être qualifié de marché bourgeois, donc avec les limites territoriales que cela suppose. Alors nous voyons que cette implantation, cette géographie de l'annonce immobilière se retrouve dans une autre géographie qui est celle des enseignes. Nous avons construit, Bernard Gauthier et moi, une base de données de 1500 enseignes. Ceci en est un premier ébauche cartographique pour publication à venir. Et vous constatez que les enseignes sont extrêmement concentrées dans un certain nombre de quartiers. Et alors, pardonnez-moi l'anachronisme, vous devez me le pardonner, puisqu'il est volontaire, c'est un Lyon tertiaire qui se singularise ainsi. Le Lyon résidentiel pur et le Lyon ouvrier n'apparaissent absolument pas ici. En ce qui concerne l'usage maintenant des annonces, nous voyons que l'expansion est tout à fait marquée à partir des années 1762 jusqu'en 1772. Nous avons un trend là qui est tout à fait marqué, mais ici, nous sommes en face d'une crise qui est d'une très grande gravité. Alors, les facteurs d'explication ne manquent pas. C'est l'époque où le contrôleur des finances, c'est le bon abbé Terré, grand innovateur fiscal, à tel point qu'on l'a surnommé Vite-Gousset. Et à Lyon, on n'aime pas beaucoup que la fortune immobilière soit menacée. Bien, par ailleurs, c'est une période de troubles politiques. Pour arranger la chose, les magistrats de la Sénéchaussée et de la Cour des monnaies sont touchés, comme tous leurs homologues en France, par la mise en place des conseils supérieurs. C'est la réforme Maupoux qui blesse un très grand nombre d'intérêts, à tel point que lorsque le Conseil supérieur de Lyon fait sa rentrée solennelle, eh bien, c'est au milieu d'une mobilisation militaire générale destinée à éviter la survenue d'une émeute. En plus, en 1770, nous avons une cherté des blés, une cherté d'ailleurs assez importante, qui n'affecte pas que Lyon, mais une large partie du royaume. La condition populaire s'aggrave, et lorsque la condition populaire s'aggrave, le risque émeutier augmente considérablement, puisque toute intervention sur le marché des grains est interprétée par la population comme une tentative d'accaparement. François-Pierre Suzanne Braque
échevin de Lyon en 1775 et 16, mais qui à l'époque était déjà en charge des intérêts de la ville de Lyon, disait en fallait-il autant pour nous faire griller dans nos maisons? Donc on comprend que le contexte de ces années 69-71 n'eût pas été franchement favorable à l'investissement. Tout abonné aux petites affiches a le droit de republier son annonce autant de fois qu'il le désire. Avec néanmoins une obligation, c'est de laisser passer un intervalle de 15 jours, c'est-à-dire 2 numéros. On peut donc fixer, en prenant 4 jours comme valeur de centre de classe à l'entrée de l'annonce en publication, et 8 jours comme centre de classe des 15 jours de fin de publication. On peut calculer statistiquement donc des durées moyennes de publication, et lorsque l'on fait cette courbe entre ici la durée de publication des annonces et le nombre de rééditions, eh bien, on s'aperçoit ici que la courbe de régression, c'est une courbe qui évoque une corrélation qui est une corrélation assez élevée, c'est-à-dire que les immeubles à plus forte valeur foncière sont ceux qui paraissent le plus longtemps dans les annonces. S'il se trouve parmi vous quelqu'un qui a quelque chose à voir avec le commerce immobilier, il me dira que rien n'a changé, que les très grands appartements sont beaucoup plus longs à vendre que les petits. Bon, il existe des rythmes saisonniers assez marqués du marché immobilier. Vous voyez, ici, en entrée épais, c'est le rythme des offres locatives de janvier à décembre. Ce type de graphique permet de cumuler les effectifs sur plusieurs années, de manière à établir un rythme moyen, et puis également de ne pas éloigner janvier de décembre, comme l'Alaska peut l'être de la Mandchourie sur nos planisphères. En très mince, nous avons les demandes locatives, en pointillé les offres de vente et les demandes à l'achat qui se trouvent ici en petit tiré. Alors, on s'aperçoit que chaque type d'opération a son propre rythme, mais que néanmoins, le marché reste régulièrement régulier puisque la variation n'est que de 16%. En ce qui concerne les intermédiaires, on peut évidemment faire le comptage des intermédiaires qui sont cités par les annonces. On s'aperçoit que les propriétaires ne sont nominalement cités qu'à hauteur de 10%. Alors cela s'inscrit dans une pratique culturelle de la discrétion. On trouve la même chose à tout autre propos. Par exemple, lorsque j'étudiais les covoiturages ou lorsque j'étudiais les demandes, les recherches de serviteurs, eh bien on trouve exactement la même chose. L'annonce est aussi anonyme que possible. Donc celui qui est intéressé, qui veut répondre à l'annonce, doit se rendre au bureau d'avis, à la Grenette, pour se faire ouvrir le registre et avoir l'adresse. On s'aperçoit également que le bureau d'avis, ici, est extrêmement peu sollicité lorsqu'il s'agit d'offres immobilières, mais évidemment lorsqu'il s'agit de recherche, donc de gens qui très souvent n'habitent pas Lyon, s'apprêtent à y faire un séjour, et bien là, naturellement, ils passent beaucoup plus souvent par le bureau d'avis.
De toute manière, le bureau d'avis a dissuadé au maximum les utilisateurs, quelle que soit la raison de leur annonce, de venir déposer leur annonce en disant de s'adresser au bureau d'avis, en disant que leurs employés sont submergés et que beaucoup d'annonces se perdent parce qu'elles sont griffonnées sur un morceau de papier ou au revers d'une vieille carte à jouer. Mon expérience des fonds privés m'a appris que la vieille carte à jouer usagée tenait le lieu des post-it d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne les jetait pas, ça servait à baliser quelque chose, ça servait d'étiquette chez les procureurs. Et quelquefois, lorsque vous ouvrez un livre 18e qui a été lu attentivement par son propriétaire initial, vous trouverez parfois des petites lamelles de carton. Si vous vous amusez à les mettre les unes à côté des autres, vous apercevrez qu'il s'agit d'une carte à jouer découpée au ciseau pour fabriquer autant de signets. Alors, le bureau d'avis a tenté de limiter ces pratiques, et donc 8% seulement d'offres, mais 43% de demandes. Ici, nous retrouvons le rôle des notaires, et j'ai mis procureur en toute rigueur, mais les notaires sont infiniment plus efficaces que les procureurs. Les procureurs interviennent surtout dans les procédures de saisie. Une fréquence qui est de l'ordre de 20%. Alors on demande souvent aux occupants d'accueillir les visiteurs, à moins que ce soit les voisins d'immeubles. Alors le problème, c'est que nous avons ici une catégorie très gênante, celle des divers hors immeubles. S'adresser à monsieur machin, rue de la Bombarde. Ah oui, quel est le rapport entre monsieur machin et le bien ? Est-ce un parent ? Est-ce un associé ? On n'en sait absolument rien. Et donc ici, nous avons une catégorie qui vient un peu perturber les résultats présentés jusqu'à présent. On constate que c'est le marché locatif qui l'emporte, aussi bien dans le domaine de l'offre que de la demande. Qu'ensuite, nous trouvons les ventes de maisons, mais les locations ont une importance supérieure à celle de ces 37%. Il faut y ajouter aussi un type particulier à Lyon qui est l'appartement avec magasin. Et donc si on ajoute les appartements avec magasin avec les appartements purement bourgeois, résidentiels, eh bien on arrive à 50% des offres. C'est très majoritaire. Et nous en arrivons déjà à l'étude de la distribution interne et de la composition des unités locatives telles que les descriptions livrées par les annonces peuvent le révéler. Alors, rien de ceci n'a de sens si on n'a pas à l'esprit la contrainte que joue le parcellaire. Nous avons, dans un très grand nombre de cas, des lotissements qui ont été conçus en arête de poisson. Vous voyez, il ne s'agit pas de deux immeubles ici. Il s'agit d'un même immeuble avec le plan du rez-de-chaussée et le plan du premier étage. Donc on voit que ces immeubles construits sur des traitements extrêmement étroits et extrêmement allongés imposent un certain nombre de dispositions. Alors, d'une part, ça limite bien évidemment la surface des pièces. Vous voyez, même les plus belles pièces qui donnent sur la rue ont une surface relativement limitée, et on n'a pas peur de diminuer cette surface en créant ici des galandages pour isoler des alcôves. Mais le problème essentiel, c'est le problème de la lumière. Donc on est obligé ici de créer une cour centrale. Pour que cette cour centrale ne mange pas trop sur la surface constructible, eh bien, dès le premier étage, les circulations sont des circulations qui sont en surplomb, en balcon. Et
toujours en raison de la nécessité donc d'assurer un éclairage ici par les fenêtres que vous voyez donnant sur cette cour ici, eh bien on est aussi obligé à l'arrière, lorsque derrière on se heurte au mur du voisin, eh bien on crée une cour, voyez, à laquelle on accède par le corridor, une cour qui a une fonction principale qui est celle de servir de puits de lumière, c'est-à-dire que par exemple ces pièces-là au premier étage sont éclairées par les fenêtres donnant sur cette arrière-cour. Alors ceci donc est vraiment la donnée fondamentale. On a une contrainte stérique qui oblige à concevoir des répartitions avec un petit nombre de pièces principales et un petit nombre de pièces secondaires. Alors, en ce qui concerne les pièces principales, vous voyez que dans le vocabulaire de l'époque, ce sont les mots pièces, FA c'est fréquence absolue, FR fréquence relative, n'est-ce pas 79% utilisent pour décrire les éléments d'appartement le mot pièce, 17% le mot chambre. Vous constatez que le mot de cuisine n'est utilisé que dans moins de 3% des cas. Alors ça renvoie à des modes de vie, cela. Il est assez fréquent que l'on achète ses repas chez le traiteur, enfin qu'on ne fasse pas la cuisine soi-même. Le personnel spécialisé, des cuisiniers, des cuisinières, ne se trouve que dans les plus grandes maisons. Même si on dispose d'un potager qui permet un peu de cuisson, eh bien, ce sera dans une pièce minuscule que l'on va appeler la souille ou la souillarde. Bon, je crois que c'est un terme qui était encore en usage il n'y a pas si longtemps pour désigner un petit placard renfermant l'évier. C'est beaucoup moins original de souligner que les mots de salle à manger, de salon, de chambre à coucher sont utilisés de manière extrêmement rare, puisque la spécialisation étroite des pièces, d'une manière générale, on a évidemment l'exception de l'habitat aristocratique, mais d'une manière générale, la spécialisation des pièces, elle ne fait que s'amorcer, elle ne se développera qu'au XIXe siècle. En ce qui concerne le nombre de pièces, alors nous avons ici un histogramme, bête et méchant, avec une norme qui est autour de 4 pièces. Puis vous voyez, c'est une distribution que les statisticiens appellent en dos de baleine. Vous voyez, la tête de la baleine est là, et puis voilà sa queue. Et c'est caractéristique d'une distribution dans laquelle les petits effectifs correspondent aux plus grandes fréquences, et au contraire, où les grands effectifs correspondent à de petites fréquences. Donc, si on veut dégager un appartement type lyonnais de la seconde moitié du XVIIIe siècle, eh bien on peut considérer qu'il comporte le plus souvent 3 ou 4 pièces, bon, et de manière plus assurée encore, entre 3 et 6 pièces. Alors, en ce qui concerne les pièces secondaires, bon, nous avons ici le triomphe du cabinet. Alors le problème du mot cabinet, c'est qu'il est polysémique. On peut avoir un cabinet des écritures. On peut avoir un cabinet servant d'office. On peut avoir un cabinet pour coucher un domestique. Je pourrais allonger la liste, je crois qu'il existe une petite douzaine de variantes. Bon, en clair, un cabinet, c'est une pièce de petite dimension et je crois pouvoir déduire de mon échantillon, sur 6400 cas, ça a des chances d'être significatif, une pièce qui soit sans fenêtre. Je ne sais pas ce qu'en pense Bernard Gauthier. Je sais pas, c'est ça. Et ensuite, nous avons ici
la souillarde, donc la souillarde qui tient lieu de cuisine à hauteur de 26%. La nouveauté, c'est l'émergence de l'entresol. L'entresol correspond à une reconstruction qui peut se lire à 50 mètres de distance dans les rues de Lyon, c'est-à-dire qu'au-dessus des rez-de-chaussée qui sont voués non plus aux petites boutiques mais aux grands magasins, eh bien, l'on a très souvent des arcs qui sont des arcs semi-circulaires avec un plancher, on peut dire, à une hauteur assez considérable au-dessus de la rue. Et l'entresol, il peut être considéré comme le lieu de résidence du marchand ou un espace de stockage supplémentaire ou encore le lieu où l'on va loger le commis qui est le factotum de la boutique. Pour le reste, vous constatez la faiblesse du matériel lexical. Alors, le nombre de pièces secondaires par appartement, de toute façon, est assez réduit. Vous voyez que dans l'immense majorité des cas, les appartements, j'emploie le terme, même s'il est anachronique, tout le monde le comprend, comportent une ou deux pièces secondaires seulement. Il existe des locaux complémentaires. Alors, au premier rang des locaux complémentaires, la cave. Alors, la cave, c'est la très grande affaire de Lyon. On boit du vin de manière quotidienne. Georges Durand, il y a bien longtemps, déterminait que toute catégorie d'âge et de sexe confondus, le Lyonnais du XVIIIe est le plus gros buveur connu de toute l'Europe. On boit du vin, de toute façon, boire l'eau du Rhône, boire l'eau de la Saône, ce serait assez malsain. On a même pu montrer que les épidémies de typhoïde qui sévissent, par exemple, dans le quartier de Saint-Vincent, au mois de septembre, au mois d'octobre, lorsqu'il y a à la fois de l'humidité et de la douceur, eh bien, frappent de manière élective les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants sont des buveurs d'eau. Avoir son vin, avoir son tonneau à la cave, ça fait partie d'un mode de vie bourgeois. Alors on le retrouve cela non seulement dans les statistiques, mais on le retrouve par exemple dans la littérature, les sources littéraires, quelquefois étant d'un très bon secours. Si on n'a pas de cave, on est forcé d'aller acheter son vin. Parce que les vins de l'époque sont des vins extrêmement instables. Les Beaujolais de l'époque titrent selon les années entre 8 degrés 5, 9 degrés, 10 degrés. Ce sont des vins de toute façon qu'il faut écouler dans l'année. Quelquefois même avant le printemps suivant les vendanges. Donc ce sont des vins à boire en courant. Et si on ne possède pas une bonne cave, alors c'est une bonne cave, c'est une cave d'accès commode, et c'est une cave où l'eau ne va jamais, puisque le problème de Lyon, compte tenu de la proximité de la nappe phréatique, ou des nappes phréatiques, devrais-je dire, c'est l'inondation périodique des caves. Donc si on ne dispose pas d'une bonne cave, on est réduit à aller à porte-pot, disgrâce suprême. Le porte-pot, c'est un petit local au fond d'une cour où un bourgeois, alors bourgeois statutaire de la ville, c'est-à-dire disposant du titre de bourgeois de Lyon, peut débiter son vin franc d'un certain nombre de taxes de débit. Et les Lyonnais vont à porte-pot, c'est-à-dire qu'ils apportent leur pot et on les sert à l'huisse coupée et à pot renversé. Mais évidemment, on s'expose à la certaine promiscuité vis-à-vis de l'élément populaire, ce qui est hautement redouté par les élites sociales lyonnaises. Quant au grenier, n'imaginez pas qu'il s'agisse d'un espace de stockage de grains. La fonction du grenier, c'est le séchage du linge. Donc ce n'est pas seulement lyonnais.
parmi tous les malheurs dont Jean-Jacques Rousseau s'est complu à nous faire mention, à Paris, Jean-Jacques Rousseau s'est fait voler dans le grenier commun une douzaine de ses plus belles chemises. Hein. Bon. C'est une pratique tout à fait ordinaire. Bon, on trouve encore des tours. Les tours qui, généralement, étaient une partie commune, servant à accéder au toit, servant à surveiller un quartier, sont privatisés. Hein. On peut s'en servir pour loger des domestiques, pour entasser des matériaux. Bon, peu de bûchers, peu de charbonniers. Le puits privé est un luxe. Quand j'entends puits privé, il ne s'agit pas du puits d'immeuble, parce que le puits d'immeuble est encore assez répandu, mais du puits privé affecté à un seul appartement. C'est vraiment un luxe rarissime. Pour l'anecdote, vous noterez ici la présence de pigeonniers, au grand dam du voisinage d'ailleurs. Et ensuite, nous arrivons parmi les locaux secondaires, à la mise en location de remises et d'écuries. Alors, il existe un lion équestre. Vous voyez, ici, nous avons toujours, grâce à Bernard Gauthier, une excellente carte des écuries et des remises. Vous voyez que le lion des chevaux, c'est essentiellement la place Louis-le-Grand, la rue Saint-Dominique, Aîné, et ici, autour de la place Saint-Jean. N'imaginez pas des locaux spacieux. La condition des animaux était abominable. Par exemple, chez les bons chanoines de Saint-Jean, ici, nous avons le plan d'une maison canoniale qui se trouve entre la place Saint-Jean et la rue de la Brèche. Voilà ici ce que l'on présentait comme écurie pour 4 chevaux. Oh, je crois que... Voilà. Donc vous voyez, vous avez 4 stalles ici. Alors vous observez que les fenêtres, en fait, sont des simples regards de bas qui sont donc extrêmement étroits. Or, une écurie, ça a besoin de ventilation. Un cheval a besoin de beaucoup d'air. En plus, nous avons ici des stalles de 2,5 mètres carrés par cheval. Et même ici, en additionnant cette surface-là, chaque cheval n'a que 7 mètres carrés. Alors voici quelques jours, j'avais le plaisir de parler de l'Académie du Roi pour monter à cheval et de souligner que dans le plan de Soufflot, dans le projet de Soufflot, de reconstruction de cette académie, eh bien, on considérait que chaque cheval avait besoin de l'équivalent de 6 de nos mètres carrés, ce qui était un progrès tout à fait considérable par rapport à cela. Évidemment, par rapport aux 12 mètres carrés dont nos équidés sont censés profiter aujourd'hui, ça reste peu. Nous avons aussi des locaux professionnels, ce qui n'a rien de surprenant, puisque le lion que je vous ai décrit, c'est un lion tertiaire, c'est un lion marchand. Donc, nous avons tout d'abord des magasins, des arrière-magasins, et nous voyons donc que parmi les locaux professionnels, les magasins et les arrière-magasins représentent à peu près 2/3 des cas. Notons la faiblesse de représentation des boutiques. Le bas lui-même, c'est une pièce qui ouvre soit sur la rue, soit sur la cour, mais qui est dépourvue d'autre ouverture qu'un petit regard d'aération. Le bas, généralement, il sert à stocker les matériaux d'un petit artisan, par exemple le regarnisseur de châssis à papier. Bon, il aura besoin de quelques planches, de quelques rouleaux de papier, ça, un bas lui suffira. On peut aussi s'en servir pour stocker une ou deux chaises à porteurs. La chaise à porteurs, c'est le grand véhicule lyonnais du XVIIIe siècle. Et le bas, évidemment, il peut être converti en cabaret, puisque dans un immeuble sur 4 à peu près, le rez-de-chaussée comporte un débit de boissons.
Alors là, c'est une singularité lyonnaise. Donc lorsque nous cartographions cela, nous voyons qu'il existe une concentration extrême des locaux à vocation commerciale. C'est-à-dire qu'il existe une frontière invisible ici qui est celle qui se trouve place des Cordeliers. Donc tous ces quartiers jusqu'à l'Hôtel-Dieu sont des quartiers extrêmement pauvres. On trouve de l'habitat ouvrier, on trouve un certain nombre de fabriques, essentiellement des chapelleries, mais le Lyon commercial, eh bien, c'est évidemment sur le quai Saint-Antoine, le quai Villeroy, qui forment la promenade la plus appréciée de Lyon, illustrée par la très célèbre vue de Cléric. Nous voyons également que la concentration est extrêmement forte, rue Grenette, rue du Bois, rue de la Gerbe, et évidemment tout autour des terreaux, ici, et dans le quartier du Plâtre. Donc une très forte concentration. Il y a donc ici un espace, pour simplifier, un espace aristocratique, ici des espaces voués à la production, et ici un Lyon qui est un Lyon marchand et négociant. Et enfin, nous arrivons au langage immobilier. Quels sont les arguments de valorisation? Comment fait-on valoir les avantages de ce qu'on veut louer ou de ce que l'on veut vendre? Alors tout d'abord, le plein-pied triomphe. Il fut un temps où il n'était pas rare que, compte tenu de l'exiguïté des surfaces, un ensemble locatif fut constitué de 2, quand ce n'était pas 3 niveaux différents. Eh bien, exactement comme Jean-François Cabestan a pu décrire pour Paris ce qu'il appelle la conquête du plein-pied, eh bien à Lyon, ce n'est pas la conquête, c'est le triomphe, puisque 92% des unités locatives proposent des pièces qui sont de plein-pied. Alors cette valorisation par le plein-pied, elle est particulièrement forte pour les appartements de grande taille. Vous voyez, lorsque les appartements de petite taille ne sont valorisés par le plein-pied qu'avec une faible fréquence, en revanche, tous les grands appartements sont signalés comme présentant des pièces de plein-pied, et la courbe de régression ici prouve bien une corrélation, et nous avons le contre-exemple ici avec une autre courbe de régression linéaire qui montre qu'au contraire, les appartements qui ne mentionnent pas le plein-pied, eh bien, sont peu nombreux relativement lorsque leur nombre de pièces est important. Alors évidemment, tout ceci donne lieu à des combinaisons entre pièces principales et pièces secondaires. Et à nouveau, nous voyons que grossièrement, le nombre de pièces secondaires croît avec le nombre de pièces principales, mais lorsque l'on trace ici la droite de corrélation linéaire, on s'aperçoit que la tangente, l'angle, est relativement faible. Il existe une corrélation, mais elle n'est pas automatique. Cet habitat locatif se répartit évidemment par niveau, et nous pouvons être frappés par la rareté des locaux locatifs d'habitation au rez-de-chaussée. Il est extrêmement rare que l'on habite au rez-de-chaussée. Alors cela existe dans des quartiers quelque peu périphériques, comme Saint-Vincent. Cela existe aussi par transformation d'anciennes boutiques et d'anciens magasins. Mais à ce moment-là, on fait valoir que ça convient parfaitement à des personnes âgées ou à des valétudinaires qui n'auront pas à grimper l'escalier. Mais pour l'essentiel, nous avons un habitat qui offre des logements à hauteur de 30% et de 33% aux 2 premiers étages. Alors, la
rareté des quatrièmes et des cinquièmes n'est pas à imputer à un choix de mise en location. Ça résulte directement des structures de la construction lyonnaise où depuis le XVIIe siècle, un très grand nombre d'immeubles ont 4 étages, quand ce n'est pas 5. Maurice Garden avait établi une statistique extrêmement précise à partir de la contribution mobilière de 1791. Alors les arguments de valorisation sont divers. C'est-à-dire que tout d'abord, on fait valoir le rendement net, 5% clé en main. Et chaque fois qu'il m'a été donné d'avoir de manière simultanée le montant de l'investissement immobilier et le revenu locatif net qui en découlait, effectivement, ça tourne entre 4,5% et 5%. Alors, dans des situations défavorables, ça peut tomber à 3,5%. Dans des situations tout à fait exceptionnelles, ça peut dépasser les 5%, mais on peut prendre les 5% comme référence. Et apparemment, on pouvait faire valoir le bien que l'on voulait louer en insistant sur le fait que, clé en main, c'est-à-dire tout payé, on s'assurait d'un rendement de 5%. Il en existait d'autres. Les rendements agricoles étaient beaucoup plus faibles. Alors, selon les façons culturales, on arrivait à dégager du 2%, du 3%. Inversement, lorsque on engageait ses sous dans le prêt à la grande aventure, à l'assurance maritime, que sais-je encore, on pouvait dégager du 25%. Mais le risque était évidemment, comme toujours dans le monde de la banque, à la hauteur de la rémunération, et inversement. Le second argument, c'est la solvabilité des locataires. Beaucoup d'annonces disent « les locataires sont anciens et ils paient fort bien ». Il peut s'agir d'une fin de location principale et d'une prise de gestion directe. La location principale correspond à la location en bloc de tout un immeuble. Le locataire principal étant subrogé au propriétaire et donc fixant les unités à sa guise, choisissant les locataires à sa guise et négociant les loyers à sa guise également. Alors, on peut très bien comprendre où est la spéculation. Il s'agit de s'assurer le différentiel entre le loyer général que l'on donne aux propriétaires et la somme des loyers particuliers qu'on touche des sous-locataires. Donc au minimum, on peut se loger gratuitement ou à bon marché lorsqu'on est locataire principal. Mais les baux sont des baux de 9 ans. Même si, au mépris des lois, on anticipe et que l'on passe quelquefois des baux, 2 baux la même journée, donc sur 18 ans. Je crains d'avoir dit 9 mois. Vous avez bien... non, c'est 9 années. 9 années. Bien. Quelquefois, le lapsus part sans que je le remarque. Donc, la manœuvre consiste ici à dire mon locataire principal est en fin de bail, donc vous pouvez l'expulser. Vous pouvez gérer vous-même l'immeuble, donc augmenter tous les loyers. Sinon, les sous-locataires n'ont plus qu'à fermer leur mal. Et vous pouvez également vous assurer le revenu que le locataire principal tirait de la sous-location. Alors là, c'est extrêmement important. On demande la sécurité du placement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des garanties. Donc, le vendeur va souligner qu'il ne doit rien à personne, qu'il n'y a pas de dette, qu'il n'y a pas de pension foncière qui pèse sur le bien, qu'il n'y a pas de succession pendante, car sous l'Ancien Régime, le règlement des successions peut demander 2, 3, 4 générations. Donc, évidemment, ce qui péjore considérablement la rentabilité du bien. Et qu'il n'y a pas non plus d'arriérés de sens ou d'arriérés de service, c'est-à-dire des droits seigneuriaux.
On peut également valoriser l'immeuble en lui-même, donc par surhaussement. Lorsqu'un immeuble n'a que 2 ou 3 étages, eh bien on fait valoir qu'il a été expertisé par un architecte qui assure que l'épaisseur des murs est suffisante pour supporter l'ajout de 1 ou 2 étages. C'est-à-dire que la plupart des immeubles que nous voyons aujourd'hui encore, eh bien, leurs étages ont pu être construits à des périodes différentes. On peut également réviser les baux, nous l'avons vu, c'est une question d'échéance. Et il peut exister également des réserves constructibles. Alors ça, c'est surtout à la Croix-Rousse, c'est surtout sur les pentes de Fourvière, mais pas toujours. C'est vrai aussi dans le quartier d'Ainay, qui reste extrêmement vert, très peu urbanisé. Il existe donc de très grands jardins ou de très grandes cours sur lesquels, parfois, si on veut investir, on peut construire un deuxième corps de bâtiment. Et évidemment, cela deviendra beaucoup plus rentable. On peut toujours négocier, comme à notre époque, et des éditeurs d'annonces disent « on fera bonne composition », c'est-à-dire on vous fera un bon prix. Quant aux facilités de paiement, eh bien, on peut payer soit en rente foncière, soit en rente viagère, soit en dette à jour. Alors cela dépend de l'importance des garanties présentées par l'acquéreur. C'est-à-dire qu'en clair, on peut acquérir un immeuble sans avoir à avancer quoi que ce soit immédiatement. Si on paye en rente foncière, eh bien, on s'engage à verser une somme donnée chaque année ad vitam aeternam, mais tant que la rente n'est pas rachetée, eh bien, elle pèse sur le bien. Ou alors en rente viagère, c'est le viager d'aujourd'hui, mais un viager d'aujourd'hui qui peut très bien fonctionner sans bouquet. C'est-à-dire qu'il suffit, évidemment à un taux supérieur à celui de la rente foncière, de payer le vendeur par une rente acquittée 2 fois par an. Ou alors ce qu'on appelle la dette à jour, c'est-à-dire selon un calendrier de remboursement, généralement fixé sur le calendrier des foires de Lyon, et cela sur un nombre limité d'années. Alors, tout ceci est extrêmement important, puisque la qualité des garanties conditionne totalement la faisabilité de la vente. Avant 1771, on ne pouvait pas, en pratique, signer un contrat de vente de particulier à particulier. Il fallait imaginer une dette fictive de l'un envers l'autre, assise sur le bien. Puis, le propriétaire, pour se libérer de cette dette imaginaire, faisait procéder à ce que l'on appelait un décret volontaire. Un décret, c'est une saisie. C'est-à-dire qu'il faisait saisir son bien volontairement. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait que d'une phase de la procédure. La Sénéchaussée, qui était compétente pour ce genre d'affaires, réservait donc une séance, un jour de chaque année, pour liquider tous les biens mis, comme on disait à l'époque, en criée. C'est-à-dire que les biens étaient mis fictivement en adjudication, et si personne ne faisait opposition à la saisie, à la criée, eh bien, le bien était purgé irrémédiablement, irrévocablement de toute hypothèque. C'était une procédure lourde, coûteuse, parce qu'évidemment, il fallait payer les procureurs et les notaires et les magistrats. Ça, en moyenne, ça rallongeait de 6 mois la procédure, et à partir de 1771, le droit a évolué et on est arrivé à des contrats d'achat très proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Toujours parmi les arguments de valorisation, il y a la solidité de la construction. Donc on va valoriser la qualité des pierres, la qualité des murs, ou le caractère récent de la construction. On donne le nombre
d'années écoulées depuis la reconstruction. Et lorsque l'on croise ces annonces avec la base de données des alignements, qui sont l'ancêtre des permis de construire, eh bien, on s'aperçoit qu'à une année près, les déclarations sont tout à fait exactes. Par contre, il est assez rare qu'on fasse jouer l'exemption d'alignement. Mettre en avant le fait qu'une maison ne soit pas frappée d'alignement devient rare, tout simplement, parce que l'essentiel des alignements prévus, en particulier par le grand plan de 1680, a été exécuté à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe. Et au moins en ce qui concerne le type d'habitat concerné, on n'a que rarement besoin de recourir à ce genre d'argument. On valorise la commoditas. Alors cette commoditas, c'est le plein-pied, c'est l'accessibilité, ce sont les agencements. Les agencements, ce sont les rayonnages, les placards, les fontaines murales, les bouches pour domestiques, les alcôves, enfin, tout ce qui est du domaine du menuisier. La distribution interne peut également être dite très, très commode, en particulier en ce qui concerne la circulation entre les pièces, qui évite les inconvénients des pièces en enfilade. Donc, chaque fois que la distribution interne est vantée, c'est généralement pour mettre en avant le fait qu'il existe un corridor qui assure l'indépendance de chacune des pièces. Les cheminées à la prussienne également commencent à remplacer très timidement les âtres ouverts. Évidemment, ils ont un rendement infiniment plus élevé. Assez rarement, on invoque la beauté des immeubles. Quand elle l'est grâce au balcon. Lyon est une ville, comparée à Bordeaux ou à Aix-en-Provence, où les balcons des XVIIe et XVIIIe sont assez rares. Évidemment, on recherche la clarté, donc on scie les meneaux et on les remplace par des fenêtres à la française, c'est-à-dire que les anciennes fenêtres, qui étaient des espèces de fenêtres à guillotine, sont remplacées par des fenêtres à la française. On voit dans des opérations qui sont des opérations qui parfois n'intéressent qu'un seul étage. La transformation de l'habitat se fait ainsi par sciage des meneaux. Et même en ce qui concerne les boutiques, il arrive que l'on crée un chanfrein, une sorte de biseau, à l'intérieur de l'arc de boutique, de lance de panier, de manière à gagner quelques lumens. Et puis, dans la beauté de l'immeuble, on fait souvent valoir la présence d'un escalier à la française. Un escalier à la française, c'est un escalier dont les volets sont droites et dont les paliers sont carrés. Et cela permet évidemment une autre qualité de vie que l'escalier hélicoïdal, dont on assurait qu'il était adapté à notre morphologie en les rendant toujours dextrogires, de manière à ce que le cœur se trouve à l'extérieur, éloigné de l'axe de l'escalier, et donc moins comprimé que le poumon droit. Bon, quelle est la part d'efficacité? Je ne sais pas. Ensuite, nous voyons invoquer des aménagements qui sont des aménagements à la mode. Donc des trumeaux, des décorations de stuc, des cheminées de marbre, des glaces. Alors quelquefois, on donne les dimensions des glaces. Parce que autant le petit miroir de 40 cm par 30, entouré d'un cadre rococo en bois doré, est un objet relativement courant qui se trouve dans la chambre de madame, dans toutes les maisons bourgeoises et peut-être dans la petite bourgeoisie artisanale. Autant la grande glace est un objet extrêmement coûteux, extrêmement rare, extrêmement fragile. Et donc on fait valoir les glaces en donnant leurs dimensions. On trouve des boiseries, des tissus d'ameublement, en particulier l'imberline qui est particulièrement apprécié pour faire des tours de lit, pour faire des rideaux, et évidemment l'ameublement.
puis des placards, des ameublements fixes. On parle souvent d'armoire dans le mur ou d'armoire en placard. Alors, évidemment, nous avons encore comme élément de valorisation la salubrité et tout d'abord la promenade. Alors, la promenade prend dans la seconde moitié du XVIIIe siècle une très grande importance. Bon, tout d'abord, en ce qui concerne les sociabilités. À la promenade, les règles ordinaires de la courtoisie sont suspendues. Lorsque l'on est sous les tilleuls de Bellecour, lorsque l'on est sur les Champs-Élysées à Paris, on peut lorgner. C'est-à-dire, lorgner entre guillemets, c'est-à-dire que l'on peut regarder les dames avec concupiscence. Alors qu'ailleurs, c'est une conduite insultante qui peut se terminer par un duel. Il y a toute une sociabilité de consommation également. Sur les promenades, vous trouvez des glaciers, des marchands de café, des marchands de biscuits, que sais-je encore. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, ludique et l'aspect de sociabilité populaire. Bon, on peut aussi jouer aux cartes, on peut voir toutes sortes de battleurs et de charlatans. Mais la promenade est également recommandée par le corps médical. C'est-à-dire que des gens comme Tissot, par exemple, sont des gens qui vont faire le lien entre le mode de vie, la profession et la pathologie. Par exemple, aux gens de lettres, eh bien, il va recommander de faire de l'exercice, de respirer, de sortir, d'être actif. Vous voyez, je n'ai pas suivi le conseil et je m'en repens maintenant. Et le fait de pouvoir se livrer à la promenade prend plusieurs aspects. Ou bien on habite tout près d'un lieu de promenade. Par exemple, à Aîné, habiter près des remparts, ça permet de n'avoir qu'à descendre de chez soi pour utiliser la promenade de l'Archevêque, c'est-à-dire qui fait le tour méridional de la place Louis-le-Grand, puis la rue Neuve de la Charité, la rue des Remparts d'Aîné, et retour. Le tout étant évidemment planté d'arbres. On peut également jouir des bienfaits de la promenade lorsqu'on est quai Villeroy, ou quai Saint-Antoine, ou quai des Célestins, puisque là encore se trouve la promenade préférée des Lyonnais, qui offre ce que l'on appelle une vue. Mais il y a également comme argument, l'argument consistant à dire que on a droit de se promener dans le jardin de tel ou tel ordre religieux, ou si la propriété est grande et qu'on ne loue que quelques pièces, eh bien on a nécessairement droit à la promenade. En ce qui concerne la pureté des eaux, je pense que cela se passe d'explication. Le danger fécal est immense à Lyon. Le sac des latrines, c'est-à-dire la cuve d'accumulation des excréments, se trouve quelquefois à quelques mètres seulement du puits de la maison. Donc vous imaginez les résultats en termes d'hygiène. Lorsque l'on est près de l'Académie du Roi pour monter à cheval, ou que l'on est près d'une entreprise de coche, eh bien, on est également confronté au problème de l'urine des chevaux. Et puis, tout au long du Rhône et de la Saône, eh bien, il y a le problème des lessives. Toutes les lavandières dans leurs plates qui utilisent des lessives faites à base de cendres et de soude et qui polluent l'eau. En ce qui concerne la pureté de l'air, alors, évidemment au XVIIIe, qui est la grande période de l'aérisme, on joue énormément là-dessus, et donc on va vanter les rives, mais également les collines. On vantera de la même manière la luminosité. C'est un atout pour un appartement que d'avoir de véritables vitrages et non des châssis à papier. Châssis à papier qui étaient vaguement translucides, mais pas transparents. Et tous les voyageurs de passage à Lyon soulignent la laideur de cette ville, dont les maisons ne sont pas crépies, et donc on voit le gros de mur, et dont les fenêtres
sont garnis de morceaux de papier qui sont déchirés par le vent et qui pendouillent lamentablement. On va surtout vanter la qualité de la situation. Alors, cette situation, c'est tout d'abord une qualité sociale. On propose un logement ou une maison à acheter dans un bon quartier ou dans un beau quartier. Alors, c'est tout à fait clair, ça signifie un quartier où il n'y a pas de population ouvrière. À cette époque se dégage la notion juridique d'immeuble bourgeois. C'est-à-dire que l'immeuble bourgeois, tout d'abord, se referme sur lui-même, la porte est soigneusement cadenassée, l'immeuble bourgeois exclut tous les métiers bruyants, en particulier les métiers à feu et à marteau. Donc on va tolérer un orfèvre peut-être, mais pas un forgeron ni un pâtissier. L'immeuble bourgeois refuse également d'abriter un cabaret, puisque chaque soir vous avez l'affluence des clients qui se produisent pour acheter du vin, et les archives de police nous montrent que ces cabarets servent à boire jusqu'à 2 ou 3 heures du matin en dépit des règlements, et que avec la complicité des soldats du guet qui sont totalement corrompus, la prostitution y règne en maîtresse. Donc, à partir de 1750, les bourgeois lyonnais, donc en quelque sorte, dressent des barrières entre eux et la population. Et puis la vue. Alors la vue devient la grande affaire. Voilà une carte dont je suis particulièrement fier, même si je la dois à Bernard Gautier. On a pu cartographier l'emplacement des immeubles ou des appartements pour lesquels l'argumentation de la vue était utilisée. Donc on voit parfaitement que, pour ne prendre qu'un seul exemple, le quai Villeroy, le quai Saint-Antoine, le quai des Célestins sont particulièrement appréciés pour leur vue. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous avons un grand élargissement de la Saône, nous avons la vue sur tout le coteau de Fourvière, et dans la représentation des paysages du XVIIIe siècle, le terme coteau est toujours associé à des connotations positives. On va parler d'un riche coteau, d'un riant coteau, d'un agréable coteau. Alors qu'au contraire, rien n'est plus horrible que la montagne. Le bon abbé Pluche dit que la Providence a créé les montagnes et leurs horribles abîmes pour inspirer aux hommes l'horreur du péché. Donc il y a toute une lecture du paysage qui, évidemment, doit être décodée pour être comprise. Et si, à nouveau, l'une des gravures les plus célèbres de Lyon au XVIIIe, c'est la vue de Cléric, eh bien c'est évidemment pas du tout un hasard, c'est la vue idéale. Et on se fait des procès pour captation de vue. On peut valoriser les locaux professionnels. Donc en ce qui concerne les cabarets, les cabarets peuvent être vantés comme étant très anciens, avec une clientèle très fidèle, et être très bien équipés, puisque le cabaret nécessite du matériel de tirage, nécessite du matériel de manutention des tonneaux, des bancs, des tables, et on sert aussi souvent à manger dans les cabarets. Dans les locaux industriels maintenant, ce qui compte, c'est la hauteur sous plafond. Bon, évidemment, les grandes machines textiles demandent de plus en plus de hauteur sous plafond, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour les presses de chapellerie, qui nécessitent un très 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 grand volume. La facilité d'approvisionnement en eau par un puits particulier, ou alors, eau merveille par une pompe particulière, peuvent être un argument extrêmement fort, par exemple, pour cette chapellerie. Cette chapellerie qui travaille essentiellement le feutre, qui travaille à partir de poils de castor. C'est l'époque où déjà la population de castors est à 2 doigts de l'extinction au Canada et dans le nord des États-Unis pour cause de chasse excessive. Et les chapeaux sont faits
avec un feutre obtenu en comprimant le poil de castor avec de la vapeur. Et c'est extrêmement solide, c'est extrêmement chaud et c'est imperméable. Et pour cela, une fabrique de chapellerie ne peut pas être établie n'importe où. Dans la proximité d'un canal exutoire joue un rôle évidemment essentiel. Alors, si nous pouvions cartographier les teinturiers, par exemple, eh bien, nous verrions qu'ils sont tous au bord du Rhône ou au bord de la Saône ou à proximité, voulais-je dire, de l'un de ce que l'on appelle des canaux. C'est-à-dire que Lyon est pratiquement dépourvu de système d'assainissement et on ne dispose que de 4 ou 5 canaux qui sont en fait des sortes d'amorces d'égouts. Donc être à proximité de ces canaux, c'est un avantage pour les locaux industriels. Et quelquefois, les locaux sont vendus avec tout leur équipement, par exemple des fours de faïenciers. Lorsque une faïencerie s'établit rue d'Auvergne, la faïencerie Patras, elle a la particularité de proposer un abonnement à la vaisselle. C'est-à-dire, si vous achetez un service complet de vaisselle, eh bien, on vous remplacera gratuitement chaque année tout ce que vos domestiques auront cassé. Mais, vous voyez, si du point de vue commercial, la chose était amusante et novatrice, ça n'a pas fonctionné. Et lorsque la faïencerie Patras a fait faillite, eh bien, on a revendu le terrain avec les fours, avec les emplacements de stockage. Alors ici, nous avons donc une cartographie des cabarets. Alors ce n'est pas la cartographie générale des cabarets lyonnais, c'est la cartographie des cabarets qui faisaient l'objet d'annonces dans les affiches. C'est-à-dire il y a une sélectivité sociale qui a joué. En matière d'ameublement professionnel, eh bien, lorsqu'on vend une ancienne auberge, on va la vendre avec ses lits. Lorsque l'on voit partir un maître de pension, eh bien, on laisse sur place les bancs et les tables. Et en fait, le nouveau locataire que l'on cherche, c'est un remplaçant professionnel. Ce qui montre que les insertions, les réseaux à l'intérieur d'un micro-quartier peuvent suffire à favoriser la pérennité de cette activité. En ce qui concerne les commerces alimentaires, on fait valoir la présence de glacières qui sont creusées dans le flanc de la colline. Elles existent toujours aujourd'hui, rue du Bœuf, sur la rive ouest. Le matériel professionnel de charcutier, de boulanger, de rôtisseur. Ça évite, par exemple, au boulanger d'avoir à construire son four et à le faire démolir à ses frais le jour où il s'en va. Cela peut également aller jusqu'au matériel de café. Alors, le matériel de café, il y a un très grand nombre de cafés à Lyon qui sont des lieux de sociabilité où l'on joue aux cartes, où on se donne rendez-vous. Le matériel de café, ce n'est pas que du matériel technique, ce n'est pas que de la vaisselle, ce sont aussi des décorations. Un café qui, digne de ce nom, doit avoir des glaces, doit avoir des lustres en cristal, enfin, toute une sorte de décoration. En ce qui concerne les magasins, on préfère les structures voûtées au plancher de bois, tout simplement parce que la structure voûtée offre une meilleure résistance à l'incendie, mais surtout, la poussière ne filtre pas entre les planches. On a un plafond qui est propre, et lorsque l'on a des étoffes de haut prix, c'est quelque chose d'appréciable. Alors, je passe rapidement sur tous les équipements qui sont purement professionnels, la présence de balances, de règles, de présence d'étagères qui sont éventuellement adaptées aux dimensions réglementaires des pièces d'étoffe. Donc, chose qui peut être précieuse, par exemple, pour un marchand drapier. Il existe aussi des garnis. Alors, vous voyez qu'il ne s'agit pas de garnis populaires, où des pauvres hères viendraient habiter à la nuit. Non, pas du tout. Il s'agit au contraire de petits appartements très bien
meublés qui sont essentiellement destinés aux jeunes gens qui sont venus à Lyon pour apprendre une spécialité quelconque, ou aux touristes, par exemple les touristes anglais qui viennent passer l'hiver à Lyon. Et comme par hasard, on trouve une grande densité de garnis autour de Saint-Nizier et surtout autour des terreaux. Alors, ceci permet de construire une typologie des offres immobilières. Donc, nous avons des appartements à cabaret, des appartements bourgeois, des appartements négociants qui sont surtout au premier étage, puisque habiter au premier étage au-dessus du magasin, ça permet d'y descendre directement par un petit escalier et de surveiller aussi le stock. L'appartement dit complet, alors c'est une expression rare, c'est un appartement est dit complet quand il a des chambres, une cuisine, une salle à manger, un salon. Donc c'est que la spécialisation des pièces a été opérée. Un appartement de garçon également. Un appartement de garçon, c'est un petit appartement dans lequel on peut à la rigueur coucher un domestique, mais qui n'a jamais de cuisine. Le garçon doit vivre soit chez le négociant qui l'emploie, soit chez le traiteur. Les maisons de plaisance existent encore à l'intérieur de la ville, hein, donc à l'intérieur des remparts. Elles sont rares, mais elles existent. Très grande rareté aussi de ce que l'on appelle les emplacements, c'est-à-dire les terrains à bâtir. Il y en a très peu qui soient mis en vente à cette époque-là. Tout ceci se fait dans un contexte qui est un contexte de très grande plasticité, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur le prix, on peut jouer sur les loyers, on peut jouer sur la durée de bail, sur l'échéancier des règlements. Les unités locatives peuvent se recomposer très facilement. C'est-à-dire que si un appartement est trop grand, qu'à cela ne tienne, on le coupe en deux. Si au contraire, deux appartements voisins sont individuellement trop petits, aucun problème, on perce une porte. Il y a une plasticité de l'habitat qui est tout à fait intéressant, donc des espaces soit dissociables, soit associables. On trouve des mutations fonctionnelles. C'est-à-dire que dans des quartiers où la demande est extrêmement forte, par exemple à l'intersection de la rue Romarin et de la rue Sainte-Catherine, du côté du Change de Londres, eh bien, les marchandises ne sont pas entassées seulement au rez-de-chaussée, mais elles sont aussi au premier étage, dans des appartements qui sont utilisés comme magasins supplémentaires. Quant aux aménagements intérieurs, la souplesse des pratiques tient au fait que ces appartements que ces agencements, peuvent être loués, peuvent être vendus ou peuvent être l'objet de reprises. Alors ce marché locatif est extrêmement concentré. Vous voyez ici que pratiquement tout se joue entre les terreaux et les cordeliers. Très souvent, les recherches d'appartements sont très très précises. Il existe des gens qui recherchent un appartement dans une liste de rues, de 4 ou 5 rues dont ils donnent la liste dans leur annonce, une liste limitative. Même s'il faut 2 ans pour avoir un appartement, ils attendront 2 ans. L'offre et la demande s'équilibrent différemment selon le nombre de pièces. Donc en histogramme clair, vous avez les demandes. Vous voyez que les demandes portent surtout sur des appartements relativement petits, alors que les offres, elles, reprennent la distribution en dos de baleine que nous avions vue précédemment. Alors il existe un marché global des mutations lorsque on ajoute les différentes opérations proposées par les petites annonces, par les petites affiches, et naturellement nous avons des points de concentration qui sont extrêmement parlants. Alors pour terminer, une citation qui est reprise dans un certain nombre d'ouvrages, parce qu'elle est significative. Le démon des terreaux lutine depuis quelques années la plupart des négociants. Il s'y loge à des prix fous,
les meubles répondent à la cherté des baux et les petites annonces confirment absolument cette affirmation. Il y a un véritable rush des élites lyonnaises dans le quartier du Plâtre, dans le quartier du Griffon, dans le quartier des Terreaux, à la rigueur dans le quartier Saint-Pierre. Et nous avons là une sorte de phénomène de mode. Et en commençant cet exposé, que j'espère n'a pas été trop long, j'évoquais un sociologue qui était Loïc Bonneval. Bien là, je vais terminer en bonne rhétorique en citant un autre sociologue, Yves Grafmeyer, qui a étudié les archives d'un annuaire mondain qui s'appelle le Toulion, qui a étudié en particulier la géographie de ceux qui se faisaient inscrire dans cet annuaire, et il montrait parfaitement qu'à la rue près, l'adresse était l'un des éléments de composition d'une identité sociale. C'est-à-dire que si l'habitant qualifie l'habitat, l'habitat qualifie également l'habité. Je vous remercie. Donc, y a-t-il des questions? Je pense que je vais y arriver. Vous n'avez étudié que les ventes dans Lyon intramuros, vous n'avez pas étudié les ventes des propriétés à la campagne. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, parce qu'il y a, j'imagine, dans la revue des ventes... Bien sûr. Bien sûr. Et il mérite d'être traité. Ça sera une prochaine conférence. Une autre question pour... moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres sources que ces affiches auxquelles vous vous êtes référé et qui pourraient apporter une autre vue d'ensemble? Il y a tout d'abord tout ce que la cartographie systématique avec le système d'information géographique de Bernard Gautier peut apporter. C'est-à-dire que nous sommes capables de combiner un certain nombre d'indicateurs et d'obtenir presque instantanément une cartographie. Et la répartition cartographique, ça peut être le mode de probation d'un phénomène. Il ne s'agit pas seulement de l'illustrer, mais il s'agit de prouver la réalité de ce phénomène. Alors je crois que nous avons utilisé toutes les sources de masse utilisables, bon, sauf découverte inopinée, toujours possible. Tout se trouve dans notre banque de données. Bon, il resterait évidemment à plonger dans un océan, c'est-à-dire les notaires et probablement les archives de Sénéchaussée. Mais ça demanderait de la main-d'œuvre qui soit nombreuse et qualifiée. Donc c'est pas pour demain. Je voulais vous remercier et vous demander si par hasard, vous savez, cet alignement de 1780 a été le fait du Bureau des Finances? 1680. Non, 1680. Ah bon, C'est celui de Camille de Neuville. oui, donc, d'accord. Non, mais à partir de 1760. Ça, c'était le consulat, alors. Oui, à partir de 1763, ce sont les trésoriers de France. Oui, c'est ça. Mais nous n'avons pas tout leur. Non. Oui, c'était alors c'est possible, c'était un lapsus de ma part, c'est possible. À mon grand âge, ça peut arriver. J'ai bien dit 1680, oui. J'ai un témoin. Dans les locaux complémentaires, vous avez distingué, les annonces distinguaient, je pense, cave et caveau. Oui. J'avoue que j'ai du mal à voir la différence. Alors, il y a une différence de taille. Le caveau, c'est une petite cave. Et le caveau, il n'est pas nécessairement en profondeur. Ça peut être une sorte d'ouverture dans une descente d'escalier. Mais c'est très fragile parce que ça ne repose que sur quelques cas. Une cheminée à la prussienne
La cheminée à la prussienne, c'est une cheminée dans laquelle on fait disparaître le manteau, on fait disparaître l'âtre, on collecte les fumées par ce qu'on appelle des cornets, c'est-à-dire des tuyaux de poêle en fer blanc. Et la cheminée à la prussienne, alors elle arrive à Strasbourg dès les années 1680, elle arrive à Lyon vers 1750. Elle est faite d'accumulation de briques que nous appellerions réfractaires et de faïence. Oui, c'est ça, oui, briques de poêle. Souvent, il y en a des très beaux, enfin en Alsace. Ah. Et en Bavière, et enfin, dans tout l'espace germanique. Oui, bien sûr. Une question. Par rapport au XVIIe siècle, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou il y a une continuité par rapport à, puisque tu connais bien le XVIIe siècle, et est-ce qu'on peut transposer et penser que les choses n'ont pas beaucoup évolué? Alors, au-delà de la répartition géographique des lieux, voilà. C'était le seul point sur lequel j'étais capable de répondre. Bon, au XVIIe, il y a une géographie sociale extrêmement marquée, mais elle évolue considérablement. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de paupérisation radicale de certains quartiers. Et en attendant que Saint-Clair se construise et que Rigaud de Terbasse se construise également, on a un transfert des élites depuis le côté de Fourvière vers le côté de Saint-Nizier, et particulièrement autour de la rue Saint-Dominique et autour de la place Louis-le-Grand. Bon. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit en termes d'habitat ? Par la chute des valeurs foncières du côté de Fourvière, par le remplacement d'une population par une autre, par le manque d'investissement, le manque d'entretien des immeubles du côté de Fourvière qui, dès le XVIIIe, sont déjà dégradés. Et l'espace Bellecour, qui a un boom au début du XVIIe siècle, il se situe, il n'est pas si demandé que... Non, ça a été très long parce que jamais on a eu franchement les moyens d'investir dans la construction des grandes façades orientales et occidentales qui étaient prévues, ce qui fait qu'on était obligé de subir le spectacle du quartier misérable des Basses-Brailles entre la rue de la Barre et la place de la Charité. Et pour masquer ça, on avait créé un trapèze de marronniers, de manière à faire un rideau, alors qu'il y avait une double fonction, dissimuler les quartiers misérables, mais aussi réguler géométriquement, parce que cette place Bellecour, c'est en fait un quadrilatère gauche. Et de la même manière, sur la rive sud de la place Bellecour, eh bien, on a joué sur les rangées de tilleuls pour que, autour de la statue royale, on ait enfin un rectangle en symétrie, sans quoi on n'aurait pas pu imaginer autre chose. J'ai une deuxième question. Est-ce que les affiches de Lyon sont en ligne? Oui, tout à fait. Et sur quel site? Alors, une partie sur Google Books et l'autre sur le site de la BU. Mais alors, ne le répétez pas. Oui, elles sont mal indexées. Si vous cherchez affiches de Lyon, vous ne trouverez rien. Il faut chercher moniteur judiciaire. Quand le travail est fait bêtement. Alors l'idéal, ce serait évidemment de retrouver une année ou 2 années supplémentaires, parce que nous avons de grosses lacunes. Nous n'avons rien de 1775 à la Révolution, et nous n'avons rien de 51 à 58. Je ne suis pas sûr, mais je me demande si je n'ai pas vu dans des actes notariés, parfois pour des ventes, évidemment. L'insertion de l'annonce ? Je ne suis pas certain du tout. Mais c'est pas impossible. Ah oui, ça serait très intéressant. Ça. Si je trouve. Oui, oui, petite cerise sur le gâteau. Une question
question un petit peu bête, ces affiches de Lyon, ça se présentait comment? C'était un petit livret, c'était gratuit, il fallait l'acheter, on les vendait, on les trouvait où? Alors, il y avait plusieurs solutions. Je n'ai pas abordé le sujet pour ne pas être trop long, mais il existait plusieurs solutions. On pouvait s'abonner. Mais on ne pouvait s'abonner que si on était lyonnais. Alors que dans d'autres villes, comme Grenoble par exemple, on pouvait résider extramuros et les recevoir. Donc l'abonnement, vous assurez le service de 52 numéros par an. Alors dans un premier temps, ces affiches étaient portées à domicile par des gens qui étaient chargés d'aller les distribuer munis d'une liste d'abonnés. Bon, le travail était fait d'une manière tellement déplorable que Delaroche a renoncé à cette solution et les abonnés recevaient cela par la Petite Poste. La Petite Poste qui est le service de distribution du courrier interne à la ville au XVIIIe siècle. Bon, que vous dire d'autre? Être abonné vous donnait droit à la publication d'une annonce de manière absolument gratuite et sans limitation de temps. En principe, le monopole permettait de percevoir un sou lorsqu'on allait consulter les petites affiches sur place, donc au bureau d'avis qui se trouvait à la Grenette, chez l'imprimeur Aimé Delaroche, mais dans la pratique, il ne demandait rien. Alors, on a évidemment des points de comparaison avec d'autres villes. Les petites affiches lyonnaises n'étaient pas du tout parmi les plus chères. À Bordeaux, ça coûtait beaucoup plus cher. Et donc, ça se présentait comme une feuille pliée en 4, c'est-à-dire 8 pages. Et comme la matière était de plus en plus importante, on a réduit le corps de caractère pour en mettre davantage. Et lorsque véritablement on avait trop d'annonces en souffrance, eh bien on faisait un numéro spécial, c'est-à-dire que pour certaines semaines, vous n'avez pas un numéro, mais 2. Mais on pouvait donc les avoir uniquement par abonnement ou en allant Non, rue de la Grenette, on pouvait aussi les acheter sur place au numéro, rue de la Grenette. rue de la Grenette. Mais vous avez peut-être connu des établissements un petit peu comparables. Il y en avait un qui occupait, il y a une 50aine d'années, le rez-de-chaussée de la tour de l'hôpital de la Charité. Puis il y en avait un autre qui était aussi rue de la Fromagerie, dans une ancienne boutique. Et quand on entrait là-dedans, on voyait toutes les... Et évidemment, là, il fallait payer pour avoir les adresses correspondantes. Il n'y avait que la description des biens, pas leur adresse. Il fallait donner une somme importante pour l'époque. Il fallait donner, je crois, 100 francs pour avoir un mois d'abonnement. L'idéal, ça serait de compléter la collection dans des papiers privés, dans des bibliothèques. Il en reste peut-être. Il ne faut jamais désespérer. Enfin, tout de même, là, vous avez eu une base de 6400 fiches. J'espère que ça vous suffira. Encore merci.